Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Joël Galipo. La présentation sera très simple, on va parler zouk, on va parler un petit peu d'actualité aussi. Bon, j'en dis pas plus et je vous... Non, d'abord vous vous abonnez, et après je vous laisse avec le podcast. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Joël Galipo, un artiste originaire de la Guadeloupe, donc il fait du zouk béton, on va en discuter ensemble. Son dernier morceau s'appelle In Love With You. Le clip est disponible sur YouTube. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous laisse aller le regarder, mais ne quittez pas le podcast de suite, vous irez après. Vous irez après. On va passer une petite demi-heure ensemble. Merci Joël d'être avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci à vous pour l'invitation. Et avec plaisir. On va commencer par le zouk. Est-ce que tu peux nous discuter, nous parler un petit peu de ce que c'est, d'où ça arrive et qu'est-ce que tu es venu faire là-dedans? D'accord. Eh bien, le zouk, c'est une musique qui est, j'ai envie de dire, complète, qui comment dirais-je, qui est composée de plusieurs cultures, si je peux dire ainsi, que le groupe Kassav a mis au grand jour. Voilà, donc en la personne de Jacob Desvarieux, Georges Decimus. Voilà, donc ils ont d'abord monté ce groupe-là ensemble. Ils ont fait ce qu'on appelle le zouk chiré, j'ai envie de dire. Un zouk très rythmé, basé sur le, comment on dit, le pitak pitak tak. Pitak pitak tak, pitak pitak tak, pitak Ah, pitak c'est le tak, rythme pitak qui pitak est... tak. Ok. Voilà, c'est ce qui est le rythme du zouk. Et du coup, ils ont fait leur chemin en prenant d'autres artistes avec eux, comme Justin Béwar, qu'on connaît, et puis Jean-Philippe Martelly. Et puis le zouk est né à partir de là. Il y avait un chanteur parmi ce groupe, Patrick Saint-Éloi, qui est déjà décédé, qui lui a fait une déclinaison de ce zouk qui est devenu le zouk love. Voilà, toujours au sein du groupe Kassav. Après, il a quitté, il a fait sa carrière personnelle, mais il a créé cette déclinaison. Et j'ai envie de dire que je suis issu de cette déclinaison de zouk. Voilà. Et c'est vrai que ça a amené quelque chose de plus, parce que il est vrai que le zouk est une musique très festive. Euh, je pense que ça a été peut-être la meilleure chose qu'il ait pu faire pour créer une partie un peu plus douce et qui la rend aussi un peu plus intime, surtout quand on le danse, notamment. Hein, parce que le zouk se danse seul. Le zouk, en tout cas le kassav, se danse seul D'accord. ou peut se danser aussi à deux. Tout dépend de la façon dont on le danse. Mais le zouk love, lui, c'est sûr que c'est à deux. Ça ne peut pas se danser seul. Ouais, mais c'est dans le nom, love, donc Voilà. c'est bien. Voilà. Donc, et dans ce zouk love, il y a, comment dirais-je, ce qu'on peut qualifier de zouk béton. Il y a la nouvelle appellation kizomba, quoi qu'on en dise, ça reste du zouk. Il y a aussi le zouk R&B, notamment. Voilà, donc tout ça, il y a l'afro-zouk aussi. Tout ça, ce sont des déclinaisons du zouk avec des rythmiques différentes, mais dont la base n'a pas changé. Il y a toujours le pitak pitak tak qui est là, mais plus ou moins lent. Voilà, ça donnera tac pitak pitak tak pitak pitak tak pitak pitak. Donc c'est vraiment beaucoup plus, comment je peux dire, beaucoup plus doux. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre s'agissant du zouk? Alors moi, je suis dans cette direction. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis à la base une personne qui... euh, je suis un grand sentimental. Voilà. Donc, je suis un festif aussi, mais je suis plus un sentimental. Donc, du coup, j'ai préféré prendre cette voie. Et jusqu'ici, bon, ça m'a réussi. D'accord. Bon, on va en parler tout à l'heure Mm. peut-être ce qui t'a amené, ton parcours exactement jusqu'au zouk. Mm. Euh, on va commencer le podcast avec la petite question qu'on pose à tout le monde. On t'es venu en train, donc on filme à Bordeaux. Toi, tu habites à Paris, si je dis Oui. pas de bêtises. Et donc, tu es venu en train aujourd'hui ce matin. Qu'est-ce que tu as écouté dans le train pour venir ici? Alors, j'ai écouté deux artistes différents. Euh, on dirait dans le premier quart d'heure de mon voyage, j'ai écouté un peu de musique d'ambiance, un peu de piano bar. Ensuite, j'ai écouté du Charles Aznavour. Et pour finir, du Andrea Bocelli. Ok, que je ne connais Voilà, pas. donc c'est surtout... Alors, Charles Aznavour, c'est Emmenez-moi, et
Andrea Bocelli, Conte Partiro, que j'aime beaucoup. Bien que c'est un morceau qui est quand même assez ancien, mais j'aime beaucoup cette chanson. D'accord, ok. Voilà. De la Ouais, musique douce, en fait. Musique douce. Toujours Ouais. dans ce que tu disais, ouais, plus C'est ça. le côté doux C'est ça. qui doit te représenter plutôt pas mal au final. C'est ça, exactement. Donc maintenant, on arrive sur ton parcours. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené jusqu'à la musique zouk Oui, et tout ton parcours musical depuis le début. Enfin, d'accord. on va peut-être passer tous les détails, sinon on serait là jusqu'à demain. Mais Eh bien, je suis issu d'une famille, pas de musiciens, mais de mélomanes. Voilà. Donc, du coup, ma mère, elle a toujours aimé la musique, et notamment la chanson, la variété française. Et mon père, ça a été la salsa. Voilà. Donc, j'ai grandi dans ces deux univers, entre guillemets. Et alors, ce qui m'a amené au zouk, c'est Kassav. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu Kassav, donc j'étais. On dira que j'ai eu mon type à moi, le zouk, et leur type à eux aussi, qui fait finalement partie de moi. Voilà. Donc, d'où le côté doux de la musique, de ce que j'écoutais dans le train, de la musique festive, de la salsa aussi. Et puis, finalement, je pense que j'ai fait le mariage des deux, en fait. Des deux, voire des trois. Et puis, voilà, j'ai fait ma sauce comme ça. te construire comme ça. Voilà, mais c'est vrai que ce qui m'a amené au zouk, donc c'est cette ambiance musicale qu'il y a toujours eu à la maison. Et j'ai envie de dire aussi un concours des circonstances quelque part, parce que c'est en grandissant, quand j'ai eu ma première copine, il y a eu des sorties, j'ai fait du carnaval aussi en Guadeloupe, donc je dirais que j'ai fait de bonnes rencontres. Et notamment une en particulier, puisque sa sœur, la sœur de ma première copine, est une artiste. Elle est toujours en fonction, j'ai envie de dire. Et c'est, comment dirais-je, c'est par son biais que j'ai pu rencontrer d'ailleurs des personnes qui m'ont permis, entre guillemets, d'arriver dans le milieu du zouk. En sachant qu'à la maison, je chantais déjà sur du Patrick Saint-Éloi. Voilà. D'accord. Donc, le chanteur de Kassav, justement, qui faisait de Zouk Love et qui est décédé. Je chantais essentiellement ses chansons à la maison. J'essayais de reproduire. Et puis, C'était un entraînement au c'était début. un entraînement, voilà. Et puis, j'ai eu ma première audition par plusieurs autres artistes de l'île, de la Guadeloupe. Donc, le premier à m'avoir auditionné, ça a été Christian Nara. Ensuite, il y a eu Tony Delumeau. Et puis, tout ça s'est fait au studio d'Ebs. Hein. C'est l'un des plus grands studios qu'il y avait en Guadeloupe à l'époque. Et puis ensuite par Richard Bierman, voilà, qui lui m'a donné l'opportunité de m'insérer dans le milieu. C'est comme ça que je suis arrivé dans le zouk il y a maintenant 23 ans. 23 ans, ah oui, donc grande carrière depuis, en tout cas longue. C'est ça. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Richard Bierman? Alors, elle s'est faite à l'anniversaire de notre artiste, hein, mais de l'artiste du coup qui était la sœur de ma première copine. Mhm. Et puis il m'a dit bon écoute, je dois faire une tournée avec Alex. Donc du coup, comme j'ai un album que je dois sortir, mais je ne peux pas être le chanteur, est-ce que ça t'intéresserait pas d'être sur cet album? Alors, bien évidemment, j'étais très, très enchanté de cela. Et puis, il m'a dit, je dis, bon, bah, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, d'où est venue l'audition? Il m'a dit, bon, écoute, on va partir sur 5 ans. On va bosser ensemble pendant 5 ans. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on fait sortir le produit. Et ensuite, je vais t'accompagner. Et puis, jusqu'au moment où tu prendras tes propres ailes. Et puis tu continueras. Donc, je dis, bon, ben, OK. Donc, il y a eu quand même bien 5 années, effectivement, ouais, comme il l'avait dit, où on a préparé l'album Fusion Volume 5, qui a été mon tout premier. Voilà, et qui est mon tout premier, et qui a été finalement le dernier de la série des fusions, parce qu'il y en a eu 5 du coup, Oui. le 5e, dont lui était le chanteur du 2e, du 3e et du 4e. Et donc toi, tu as chanté le dernier. Et moi, j'ai chanté le dernier, le 5e. Voilà. Sacré pied à l'étrier quand même. Là, c'est un Oui. grand... Voilà, donc les albums fusion, ce sont des albums qui ont été
catégorie, qui sont entrés dans la catégorie des albums tremplins, si je peux dire ainsi. D'accord. Parce qu'il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu Fusion, il y a eu Double Jeu, il y a eu Zouk Party. Enfin, il y a eu pas mal à cette époque d'albums qui étaient des albums tremplins. Et Fusion, c'est un nom qui est dans la tête de tous les Antillais. Quand on dit Fusion, on a tout dit. Voilà, donc c'est sûr que j'ai envie de dire, je ne vais pas faire de comparatif avec peut-être un groupe européen qui aurait un nom, mais par exemple, si on dit Black Eyed Peas, Oui, tout le monde connaît là. Tout le monde connaît. C'est international là. Voilà, donc tout le monde est d'accord. Ben, c'est pareil aux Antilles, quand on dit Fusion, tout le monde connaît. Et donc c'est un honneur pour moi, forcément, de commencer sur cet album tremplin. J'aurais pu commencer sur un autre, mais c'est vrai que Fusion a un poids. Voilà. Okay. Non négligeable. Non négligeable. Voilà, c'est ça. Et il est vrai que cet album a très très bien fonctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne passe pas un endroit sans ne pas interpréter les chansons de cet album parce que le public me le demande, le public l'attend. Voilà, c'est un peu comme ma pièce d'identité. Ouais, tu as commencé par ça et ça restera C'est qui te représente, ou en tout cas une partie de ce qui te représente encore. C'est ça, exactement. Ouais. Très bien. Et après cet album-là, tu as continué à travailler pour faire d'autres. Je crois que tu as fait un autre album, même plusieurs, non? Oui, alors effectivement, après cet album, j'ai quand même, j'ai pris une petite pause. Et ensuite, je suis revenu avec mon deuxième album, qui est l'album Parfum d'étoiles, sur lequel il y a plusieurs autres chansons. Donc, j'ai gardé cette même équipe, l'équipe Fusion, pour pouvoir réaliser cet album. Et puis, j'ai quand même rajouté deux ou trois titres que j'ai fait à part de moi-même à côté. Voilà, mais c'est vrai que la base de cet album a été la même équipe Fusion que j'avais gardée pour pouvoir reprendre cet album. Donc, le premier titre a été Sandra, qui a fait qui a eu le même j'ai envie de dire, qui a été le même phénomène, voilà, qui a eu le même impact exactement que l'album Fusion, qui lui aussi avait son titre phare, hein, qui était Sans espoir. Donc je me suis replongé, entre guillemets, dans cette même ambiance, mais un peu plus tard. Mais c'est vrai que on ne change pas une équipe qui gagne, donc j'ai préféré faire ainsi pour ce deuxième album qui tourne toujours lui aussi. Donc du coup, ça fait partie de mon répertoire quand je vais chanter. Donc il faut que certaines fois je suis un petit peu embêté parce que le public veut entendre certaines chansons et comme j'en ai pas mal, donc du coup il faut faire des choix. C'est pas forcément évident. Voilà. Par la suite, j'ai fait un troisième album qui est un peu plus intimiste, j'ai envie de dire, parce que lui, les titres que j'ai faits sont plus, sont plus du vécu. Voilà, c'est vraiment du vécu personnel et pas vraiment du vécu de d'autres personnes ou de ce que tout le monde pourrait vivre. Là, c'est vraiment beaucoup plus intimiste et j'ai fait 5 titres. Je peux dire un maxi single quasiment. D'accord. Voilà, que j'ai nommé Douceur d'Andréel à l'époque, puisque c'est dans cette même dynamique aussi. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de perdre aussi un être cher qui était ma maman. Et donc, du coup, je pense que il y a eu un mélange de tout cela, un mélange de ce que je vivais personnellement de mon côté, en même temps de ce que j'ai vécu, de la perte de ma mère, en même temps, voilà. C'est un mélange c'est vraiment très intimiste. Ouais, ça t'a permis de mettre tes émotions sur un disque. C'est ça, exactement. Et le troisième que je prépare, donc tu vois, en 23 ans, je dirais que je suis sur 3 albums presque. Ouais, c'est voilà. Parce que c'était c'est plus voilà. un 0,5 qu'un album entier. C'est ça. Cet album-là. Et c'est vrai que tout ce que j'ai déjà fait, comme ça dure dans le temps, donc je n'ai pas spécialement besoin d'en sortir un par an, voilà, ou un tous les 2 ans. Donc ça fait 23 ans, oui, mais très peu d'albums au final. Oui. Et du coup, le prochain, que j'ai intitulé Intense, il est prévu pour 2025. D'accord, donc l'année prochaine. L'année prochaine, si tout se passe bien. Ok. Voilà. On attendra ça de pied ferme, en tout cas. Pas beaucoup de... Comment dire, peut-être pas beaucoup d'albums, mais par contre beaucoup de dates, beaucoup de scènes. Oui, beaucoup de scènes. C'est vrai que... Alors, j'ai déjà eu l'occasion quand même de bien tourner,
que ce soit aux Antilles, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis aussi, et voire même, je dirais, dans les grandes Antilles, comme Haïti. Oui. Voilà, donc il y a d'autres dates qui sont prévues, notamment en Suisse et en Belgique. Voilà, mais c'est vrai que beaucoup de dates. Oui. C'est vrai que des fois, ce n'est pas de tout repos. Ouais, tu dois pas beaucoup te reposer, surtout avec les transports, parce que si tu fais des dates qui sont pas à côté de chez toi, c'est compliqué. C'est ça, exactement. Donc, c'est soit je suis tout le temps dans un avion ou sinon dans un train. Mais c'est la vie qu'on a choisie. Ouais, C'est comme ça. tu m'étonnes, pas Mm, souvent chez toi. mm. Le dernier concert que tu as fait d'ailleurs, c'était à Bordeaux, le Exactement. 31 août. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette scène et du public bordelais? Enfin, Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que euh, c'est toujours un plaisir pour moi, de toute façon, d'aller chanter dans une nouvelle ville. Voilà. Juste avant Bordeaux, j'ai fait Rennes. C'était ok, particulier. Rennes, c'est autre chose. C'est vraiment l'Ouest, j'ai envie de dire. Bordeaux, le public bordelais, il a été très, 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 très chaleureux. Voilà, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. J'ai presque envie de dire, bon, peut-être que je vais me mettre du monde à dos, il n'y a pas de souci, mais je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Le public, les publics qui ne sont pas franciliens sont les meilleurs. Ça veut dire que à Bordeaux, le public est bien meilleur que celui de Paris. À Rennes, le public est bien meilleur que celui de Paris. Quand je dis meilleur, je pèse mes mots. Je dis pas que je dis pas que qu'à Paris qu'ils sont froids, hein, ce n'est pas cela. Mais je veux dire que euh, on ressent parfois un effet blasé. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que quand on va chanter ailleurs, dans des autres villes, notamment à Bordeaux, quand je suis passé au dance, ça a été un plaisir. Nous étions à deux. Il y avait Sandra Nanor et moi. Euh, C'était vraiment, vraiment un plaisir. On a partagé quelque chose d'intense avec le public. Oui, ça c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de soirées, en tout cas antillaises, notamment enfin, dans les villes autres que Paris. C'est vrai que tout est concentré sur Paris, ce qui peut-être explique le côté blasé. oui, les gens ont l'habitude de venir voir des concerts tout le temps, puis ils sortent, ils savent que n'importe quel soir, ils ont envie de sortir, ils y vont. C'est Là, cela, ça peut être plus des événements, donc là, le public est peut-être forcément plus réceptif. exactement. Mais c'est vrai que je ne serais pas contre à revenir sur Bordeaux, oui. C'est vrai que ce serait un vrai plaisir, ouais. Mm. Ok, mais s'il y a des organisateurs de spectacles qui entendent ça, n'hésitez pas à contacter Joël C'est ça. sur Bordeaux. On va continuer un petit peu avec tes expériences. Est-ce que sur des scènes, que ce soit à Bordeaux, même toutes les scènes que tu as pu faire, tu as eu des expériences particulières, des choses, des petites anecdotes à nous raconter? Oui, je peux. Comment dirais-je? Alors, c'est vrai que j'en aurais beaucoup, hein. J'en aurais beaucoup. Sur 23 ans, ça m'étonnerait Oui, pas que j'en tu en aies aurais beaucoup, beaucoup. oui. J'en aurais beaucoup. Mais de marquantes, je dirais que c'est. J'ai été bien reçu. Alors, il y a un endroit où j'étais particulièrement bien reçu. C'est en Haïti. C'est en Haïti. Et pourtant, ce pays est très, j'ai envie de dire, instable. D'accord. Tant économiquement que socialement. Enfin, c'est un pays qui est vraiment en difficulté, j'ai envie de dire. Mais curieusement, c'est l'endroit où j'étais vraiment très très bien reçu, euh, et où je me suis senti un peu, comment dirais-je, un peu star, si je peux dire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est un pays où c'est le pays du compas, voilà, qui est un autre style de musique des Antilles. Et moi, je suis un chanteur de zouk, donc forcément, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est un peu entrer, j'ai envie de dire, c'est un peu être un mouton, je veux dire, parmi les loups, Oui. voilà. Surtout de point de vue musical, hein, surtout, je veux dire, hein. Et, euh, et c'est vrai que je me suis senti un peu star. Pourquoi? Parce que j'avais des comment dirais-je,
des personnes qui étaient là autour de moi parce qu'on m'a expliqué le contexte, on m'a dit que voilà, il y a du kidnapping, on peut enlever des gens, donc il faut qu'il y ait... Ça reste un endroit dangereux. Ça Donc reste il un endroit faut être dangereux. protégé. Voilà. Et Et à surtout quand partir tu du connais moment, pas les gens. c'est ça. À partir du moment où on est français, ben, on est considéré comme étranger. Voilà. Donc du coup, forcément, il faut mettre une protection en place et tout. Donc ça m'a fait bizarre parce que je n'étais pas habitué à ça du tout. Et c'est la seule chose que je peux dire. Bon, après, je me suis quand même mélangé à la foule. C'est vrai qu'on me l'avait dit, mais je me suis quand même mélangé à la foule. Je me suis dit, bon, voilà, je ne vais pas rester dans mon coin non plus et tout. Donc voilà, je me suis mélangé, je marchais dans la rue. C'est vrai qu'il y avait toujours des yeux à gauche, à droite, mais voilà. Et c'est ce que je peux raconter. C'est ce que je peux dire qui m'a c'est la petite anecdote en tout cas Ouais, ça t'a marqué. qui m'a marqué. Mm. Ouais, parce que je n'ai pas connu cette façon de procéder. Même mon arrivée en avion, une fois arrivé en Haïti, je n'ai pas débarqué du côté du public. On m'a fait débarquer du côté des présidents dans l'unité diplomatique. Ah oui, d'accord. C'est vraiment dès mon arrivée. Donc, on est venu me cueillir dans l'avion, quoi. Je veux dire, donc, c'est pas comme si... ah non, non. Cette expérience de fou. Ouais. Tu te sens vraiment privilégié jusqu'au bout. Exactement. Et on m'a dit, c'est vous, Joël Galipeau? J'ai dit, oui, c'est moi. On m'a dit, ben, vous venez, vous nous suivez. J'ai dit, ok. J'ai dit, voilà, j'espère que j'ai rien fait. Tu t'attends pas à passer dans la douane, tu sais, Oui. tu vas aller dans un autre endroit. Ouais, ils ont tout pris. Ils ont pris ma pièce et tout mon billet. Et puis, on m'a amené. On m'a dit, c'est par ici. Vous allez attendre ici votre chauffeur et tout. J'ai dit, ok. Parfait. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment une expérience qui a été... ouais. Donc ça, c'est pour le concert, pour Ouais. la partie, en tout cas, événementielle. Ouais. Quand tu fais tes morceaux en studio ou autre, tu as d'autres expériences qui te sont arrivées des rencontres que tu as pu faire peut-être sur certains morceaux? Oui. Alors, il est vrai que alors moi, j'ai une façon unique de travailler. Ma façon de travailler, j'ai envie de dire qu'elle est comparative à celle de Michael Jackson. Oui, c'est deux mondes différents, on est d'accord. Le King of Pop et le Zouk, c'est bizarre. Mais je travaille de cette même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que Michael, lui, n'était pas musicien. Voilà. Mais c'était un artiste qui était complet. Et donc, il faisait sa musique avec ce qu'il avait. Donc, quand je dis ce qu'il avait, c'est notamment sa bouche. Voilà. Je compose ma musique avec ma bouche. Ok. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai besoin de... Alors, j'ai du monde avec moi, forcément, parce que moi, je ne suis pas un programmateur fini. J'ai des personnes qui le font. Donc, je travaille avec Thierry Delannay, avec Tony Deloumou, voilà. Mais beaucoup plus avec Thierry Delannay, parce que vu que je vis en France, donc je travaille avec lui essentiellement. Mais quand j'ai besoin de programmer quelque chose, je vois aussi un autre ami que j'ai, Paluto, qui je dis bon voilà, je veux que tu me fasses un titre qui fasse, je sais pas, moi je prends un exemple qui commence en faisant la, 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 la. Donc je dis que tu me fais une nappe comme ça, ensuite tu me fais un rythme tom, 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 par exemple, tu vois. Ouais. Donc je fais tout avec la bouche. Ouais, et après, tu composes avec la personne à côté de toi Voilà. qui lui va venir créer les Voilà. choses. Donc lui, il fait ce que je lui dis de faire, il programme. Et là, je dis non, je veux pas de ça, je veux ça comme ça. Je refais avec la bouche et puis voilà. Pareil pour la batterie, pareil. Je fais tout avec la bouche. Ok. Et donc, une fois que ça prend forme, là, je fais Thierry Delannay faire les arrangements. Et à ce moment-là, maintenant, je passe à l'écriture de la mélodie, l'écriture du texte. Ouais, tu écris après avoir composé. Après avoir composé, oui. Il m'est arrivé pour une seule chanson de faire l'inverse, d'écrire avant et de composer ensuite. Mais je me suis rendu compte que je ne devais pas fonctionner comme ça. Ouais. C'était juste une façon d'essayer, juste pour voir. Ce n'est pas, en tout cas chez moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que la musique me parle d'abord. Et en fonction de ce qu'elle me dit, je réplique avec un texte et avec une mélodie. Voilà.
Parce que la musique est vivante, quoi qu'on dise. Donc, il faut une fois qu'elle dit ce qu'elle veut, ben, il faut lui donner ce qu'elle veut. Voilà, Surtout sur une musique festive. Ça part c'est ça, d'une intention, d'une force. Derrière, tu exactement. viens y mettre tes textes. C'est ça, exactement. Parce que ça peut être... elle peut très bien dire, bon, écoute, fais de moi quelque chose de joyeux, ou bien fais de moi quelque chose de triste, ou fais de moi quelque chose que tout le monde vit. Voilà, donc c'est elle qui parle et je fais en fonction. Ok. Ah, C'est comme ça que c'est comme ça que je travaille la musique. Ouais. d'accord. Bon. Et je me rappelle, et c'est quelqu'un qui m'a fait la réflexion sur la comparaison avec Michael Jackson. Parce que on m'a dit, ouais, toi tu fonctionnes comme Michael, parce que lui, on voit dans une vidéo, quand il a parlé de Billie Jean notamment, ben, il a expliqué comment est-ce qu'il a fait Billie Jean. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, je crois que c'était D. Riley qui a fait la programmation pour lui. Mais c'est lui qui a donné L'idée, l'étincelle. Voilà, c'est ça. Ok, je savais pas du tout qu'il composait comme ça, ou en tout cas Ouais. il l'a fait, et c'est rigolo. Ouais. Même technique de travail pour pas du tout le même C'est ça. style de musique au final. C'est ça, exactement. Donc, c'est une façon aussi de dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être musicien pour faire de la musique. Par contre, il faut quand même, j'ai envie de dire, jouer à minima quand même d'un instrument pour pouvoir s'accorder. Voilà, parce que, alors, on peut faire, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si tu veux faire que de la composition et faire comme je fais là, oui, ça va. Tu n'es pas forcément obligé d'être musicien parce que tu as en tête les mélodies, les choses que tu veux mettre, que tu veux réaliser. Voilà. Mais si tu veux être compositeur et interprète, il faut que tu joues à minima quand même d'un instrument, soit de la guitare ou soit du piano, du clavier, pour que tu puisses accorder ta voix. Et bien évidemment, ben, tenter d'être le plus juste possible quand tu chantes. Voilà. Toi, tu joues? Un peu de piano. Hmm. Je joue un peu de piano. Et c'est lui d'ailleurs qui me sert la plupart du temps, bien des fois, à rechercher des notes, à trouver la note ou à atteindre une note. Pour Voilà. venir caler ta voix dessus. C'est ça. Ok. Exactement. Et je pense que c'est le travail de tout chanteur, en tout cas, j'espère, parce que c'est comme ça hein, que ça doit fonctionner. Voilà, donc je ne joue pas spécialement, je ne me demande pas de te jouer un truc, un Mozart ou un truc C'est au compliqué, piano. mais c'est pas l'intérêt. Toi, c'est Voilà. aussi ton outil de travail pour. Voilà, moi ce sera juste peut-être pour trouver une mélodie que j'aurai dans ma tête et que je voudrais entendre jouer. Donc je vais le faire. Je vais rechercher les notes sur le clavier et je le ferai. Je vais accorder ma voix dessus et puis voilà, ça partira comme ça. Ok. Mm. Mais très bien. On va parler des dates qui vont arriver. Bon, il y en a une entre les deux, enfin entre la sortie du podcast Oui. et aujourd'hui, donc on va peut-être un petit peu passer au-dessus. Tu peux nous en parler rapidement si tu veux, la date qui va arriver juste après. Oui, c'est le showcase d'un ami de Lorraine qui doit avoir lieu à la fin du mois d'octobre. Mais effectivement, mais c'est vrai que ce sera déjà passé. C'est ça, ouais. Donc le podcast va sortir en fin octobre et C'est ce ça. concert est mi-octobre, si je dis pas de bêtises. On dira vers la fin du mois d'octobre aussi. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est le 26 octobre. Voilà. Donc du coup, mais c'est vrai que le suivant, Le concert suivant, voilà, effectivement. qui lui, voilà, qui va ramener beaucoup de monde, je présume, parce que je ne serai pas seul. Il se passe en Guyane le 14 décembre avec Mario Ramsamé du groupe Émile et Images. Voilà, donc pour ceux à qui ça ne dit rien, les démons de minuit. Le chanteur des démons de minuit, voilà. Donc forcément, le tube Ça va être plein. Voilà, voilà. Donc on sera à deux sur ce plateau. Et en Guyane, pourquoi la Guyane? Parce que, alors, l'organisateur l'a choisi lui pour faire la Guyane. C'est bien parce que je pense que lui, c'est international. Donc forcément, il ira peu importe là où il veut. Ça ira. Mais moi, pour ma part, depuis la sortie du Fusion, donc de mon premier album, je n'ai pas eu l'occasion d'aller chanter en Guyane. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc j'ai fait le petit bassin caribéen.
voilà, les Grandes Antilles avec Haïti, les États-Unis et une petite partie de l'Europe, mais la Guyane, non. Voilà, donc ça va être la première fois qu'ils me verront en Guyane. Donc ils connaissent l'album, mais ils ne m'ont jamais vu venir performer là-bas. Donc ça va être vraiment quelque chose de... Une première. Ouais. Ça va être quelque chose d'intense pour eux comme pour moi. Voilà. Trop bien. Donc, ouais, tu dois l'attendre avec impatience, ce Ah concert. oui, je l'attaque avec patience, mais avec peur aussi quand même, quelque part. Avec un petit, parce Le petit stress, un petit peu. avec un peu de stress, oui. Parce que c'est vrai que c'est un public, j'ai envie de dire, qui me connaît, mais que moi, je ne connais pas. Ah oui. Et donc, il va falloir qu'on communie. Voilà, qu'on communie et qu'on fasse les choses bien ensemble, en sachant que ce qui arrive juste derrière n'a rien à voir avec du zouk. Voilà, donc c'est Mario, c'est un autre style de musique. Voilà, donc, mais c'est vrai que ce petit stress, il est présent. Mais heureusement, il vaut mieux qu'il soit là parce que si, moi je pars du principe que si on n'est pas stressé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, en tout cas, Ouais. ça te permet Il de faut- te mettre dedans. Ah oui, Dans ton tunnel. il faut qu'il y ait cette dose de stress pour, en tout cas, pour que je puisse me sentir vivant. Parce que sinon, ouais. Bah, il manque un truc. Sinon il va me manquer un truc et non, c'est qu'il y aura un problème quelque part. Mm. Voilà. Un artiste qui me dit qu'il va monter sur scène et qui n'est pas stressé, il y a des questions à se poser. Voilà, c'est vrai que même si on peut avoir du métier, 30 ans ou 40 ans, mais je pense que même les plus grands, ils ont toujours eu ce stress. Voilà. Le mien, je le cache toujours derrière mes lunettes. Voilà. Mais chacun sa technique. Ouais, m'étonne. En plus, donc tu pars en Guyane pour faire ce concert, dans un contexte assez particulier, Oui, parce qu'il y a dans les Antilles, en ce moment, la vie chère, qui absolument. est un grave problème. Enfin, tu peux nous en parler si tu dois. Oui, absolument. C'est vrai que c'est quelque chose qui touche les îles, et j'ai envie de dire bon, la Guyane particulièrement aussi, puisque la Guyane, c'est un territoire d'outre-mer où la vie est beaucoup plus chère qu'en Guadeloupe et en Martinique, parce que c'est plus grand aussi. Bon, pourtant, c'est vrai que c'est d'où part, j'ai envie de dire, euh, tout ce qui concerne l'espace, en tout cas pour la France. Donc, voilà, les lancements de fusées se font à Kourou, en Guyane. Mais il est vrai qu'en ce moment, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement, puisque je sais de quoi il en est, notamment pour la Guadeloupe et la Martinique. Alors, si on doit faire une hiérarchisation, on dira que c'est plus cher en Guyane, oui, d'un côté. En deuxième vient la Martinique et en troisième la Guadeloupe. D'accord. Voilà, donc il arrivait même à une certaine époque où il y avait des Martiniquais qui venaient en Guadeloupe pour pouvoir acheter certaines choses parce que c'était moins cher en Guadeloupe. Même si ça restait toujours cher, mais qui venaient quand même en Guadeloupe. Là, en ce moment, le contexte, il est explosif parce que les gens n'arrivent plus à se nourrir correctement. Je n'arrive plus à se nourrir correctement. J'ai fait le comparatif avec une amie. En prenant les mêmes choses, les mêmes articles, les mêmes marques. Donc, au total, on va dire une soixantaine d'articles, les mêmes, vraiment les mêmes. En France, je le fais dans une grande surface. J'en sors à 150, 160 à tout casser. Et là-bas, ils sortent à 400. 400. C'est n'importe quoi. Voilà. 400. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a plus de 200, 300 euros de marge. Alors, et ce sont les mêmes articles. Donc pour te prendre un exemple très simple, on va dire qu'un pack d'eau ici, allez, ça va te coûter quoi, 2 euros, 3 euros. Ouais, même pas, ça dépend de Même l'eau pas. en plus. Mais ça dépend de l'eau. Mais oui, mais Voilà. ouais, ça va être un 52 euros quoi. Voilà. Mais là-bas, c'est 11 euros. 11 euros pour de l'eau. Eh oui. Tu m'étonnes que le contexte soit explosif là-bas. Oui. Voilà. Donc c'est un exemple que j'ai pris comme ça. J'ai pris la chose la plus basique, de l'eau. Ah ouais. Alors, comme j'aurais pu prendre des yaourts pour des enfants, ben voilà, un pack de yaourts, c'est 10 euros.
Tu vois, donc, alors qu'ici en France, c'est 2 euros, 3 euros, 2 euros, 3 euros. Donc, si tu rajoutes comme ça, mais c'est normal que tu sois à 400. Et 100 euros là-bas, c'est un demi-cabas. Voilà, un demi-cabas français. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit explosif. Alors, il est dit qu'il y a 40% de marge, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Parce que si on prend l'exemple du pack d'eau, ben, si on part à 2 euros pour arriver à 11 euros, il y a plus de 40%. Hein. Il y a même, Quasiment x10. Oui, On c'est est presque à x10. x10 sur certains packs d'eau. Voilà. Donc, on est presque à du 100%. Presque. Et il n'y a que 6 bouteilles dans un pack d'eau. Donc, on est à bien plus que 40%. Les revenus ne sont pas spécialement plus élevés. La seule chose qui, comparativement à la France, change, c'est le prix des loyers. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était le prix des loyers, où les loyers étaient moins chers en Guadeloupe. Par exemple, je veux dire, tu pouvais avoir un T4 en Guadeloupe à 500, 600 euros. Ce que tu n'auras pas ici. Enfin, je veux dire, en tout cas, Pas dans les grandes agglomérations, en tout cas. Voilà. Ça, c'est impossible. Voilà. À Paris, par exemple, si tu veux avoir un T4, tu ne sors pas là à 2000 euros. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, c'est te dire que... À Bordeaux, au centre, on n'en est pas loin bientôt. Hein. On Voilà. est dans les plus grandes les agglomérations les plus chères aussi. Hein. Voilà. Mais maintenant, tout ça aussi, ça a augmenté là-bas. Donc, quand tu as des charges qui sont plus chères, les courses, l'alimentation qui est plus chère, aussi les problèmes, je veux dire, les problèmes qui sont propres à l'île même, donc notamment le problème de l'eau, notamment qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique, mais surtout en Guadeloupe, où le réseau entier de l'eau n'est pas bon, est à refaire, ça se chiffre en milliards d'euros. Et ils sont coupés de l'eau tous les jours. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est presque presque un pays du tiers-monde, quelque part, parce que tu peux pas vivre sur une île. Une île, c'est une terre entourée d'eau et ne pas avoir d'eau. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est parce que le réseau est pourri. Il y a eu des encaissements de toute la population et les personnes peut-être qui étaient responsables, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, les choses n'ont pas été faites comme il fallait les faire. Donc, c'est vrai que ça fait un trop-plein pour la population. Donc, quand on leur coupe l'eau de temps en temps, il y a des tours d'eau. Bon, acheter de l'eau, c'est cher, comme je t'ai donné le prix. Donc, se nourrir, c'est cher. On ne gagne pas spécialement plus. Au bout d'un moment, on pète ça un plomb. disjoncte. On Voilà. pète un plomb, c'est normal. C'est ça, ça disjoncte. Voilà. Ce n'est ni plus ni moins. Donc, alors, ce que je peux condamner de cela, c'est effectivement les violences qu'il y a autour, des choses qui sont autour. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol général. C'est ça, en fait. C'est pas un ras-le-bol d'une petite partie de la population, c'est le ras-le-bol d'une population tout entière. Voilà. Sans compter les taxes aussi qui sont mises. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie aussi de ce qui rend la vie chère là-bas. La taxe que notamment appelée octroi de mer. Donc, l'octroi de mer, c'est ce que je veux dire, c'est que toi, tu vas fabriquer un yaourt. Tu me dis, bon, écoute, Joël, je veux que tu vendes le yaourt en Guadeloupe. Je te dirais, OK. Mais pour le faire venir en Guadeloupe, il y aura une taxe. On va dire que si toi, tu me le vends à 1 euro, le yaourt, je te dis, OK, moi, pour que ça puisse passer, entre guillemets, à la douane, c'est pas la douane, mais je mets comme ça pour que tu puisses caricaturer un petit peu. Bien sûr, ouais. Tu vois, bah, ça te fera... ils vont me dire, bon, ça pour votre yaourt, c'est 3 euros. Je dis, OK, d'accord. Donc, au total, ton yaourt me revient déjà à 4 euros. Je n'ai pas encore vendu. Il faut que je fasse ma marge dessus. Bah, bien sûr. Donc, je vais le vendre 6 euros. Voilà. Par exemple. Tu vois, donc, mais pour toute chose, il y a cette taxe qui est l'octroi de mer qui est mise en plus de la TVA. Et la TVA, elle est sur la vente du produit fini, en plus. C'est ça. Donc, en plus, la TVA, elle est basée sur le prix qui est déjà exponentiellement élevé. C'est ça. Donc, et le commerçant doit faire... c'est une escroc. Voilà. Et le commerçant doit faire aussi sa marge. Et oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et taxe sur taxe sur taxe. C'est un empilement de taxes, en fait. C'est un empilement de taxes. Et en fait, c'est pas censé se faire, puisque je veux dire que si les départements sont français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, de France vers France,
Il ne devrait pas y avoir de taxe. C'est comme si, en fait, j'achète comme je dis, je prends l'exemple d'un yaourt à Paris, Ouais. et que je veux le vendre à Bordeaux, mais pour le vendre à Bordeaux, mais ça doit passer il faut qu'il y ait une taxe. Ouais. Une Non, mais taxe de, je sais pas moi, de route. Voilà, ben, il faut qu'il y ait une taxe. Et t'as voilà. passé la Loire, là, tu vas payer plus cher. Voilà. Non, ça n'a marche pas comme ça. Oui, et pourtant, c'est France. Ouais. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, on est surtaxé aux Antilles. Donc, c'est pour ça que je te dis, franchement, ça dégénère et Et ça se comprend. ça se comprend. Mm. Le combat est noble. Ouais. Alors, donc, c'est ce dont c'est ce que moi je pointe du doigt, parce que c'est le problème actuel. Voilà. Et malheureusement, bon, ben, on espère que les choses vont se résoudre. C'est vrai qu'il y a pas mal vis-à-vis, en tout cas, des services de l'État, c'est plus de la répression qu'il y a, ce qui envenime les choses et qui ne... Voilà, donc c'est sûr que ça finira, ce que j'espère pas, en guerre civile. Parce qu'en tout cas, c'est sûr que les Antillais, de façon générale, ils ne vont rien lâcher. En même temps, c'est normal, quand tu n'arrives plus à manger, tu es obligé de... Tu manges ou tu te bats pour manger. Donc, oui, tu te bats pour manger. On est retourné c'est ça. Il y a longtemps, quand on était encore obligé de faire ça. Exactement. Bon. On va peut-être essayer de finir sur une note un peu plus positive, même si c'est important d'en parler. Bah oui, c'est vrai. C'est important de parler du contexte actuel. Donc revenons sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Enfin, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite dans ta carrière d'artiste ? Eh bien, j'ai à cœur de réaliser un concert. Il est vrai que j'ai peur. J'ai peur de le faire. J'ai peur de le faire. J'ai en tout cas un nombre suffisant de titres pour pouvoir faire un concert. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, pour rester sur cette note positive, effectivement, ce serait, j'ai envie de dire, j'ai envie d'encourager le public à toujours continuer à me suivre et à nous suivre de façon générale, hein, ceux qui font de la musique du zouk. Parce que maintenant, ça prend une autre dimension aussi, le zouk. Il y a maintenant des personnes qui font qui donnent des cours. Alors, que ce soit au niveau de la danse, mais que ce soit aussi au niveau de la langue aussi, pour pouvoir comprendre le créole. Voilà. Donc, c'est ce que j'aurais envie de faire, entre guillemets, avec le public, entre guillemets, le public francilien, le public français, le public européen, de façon générale. Plus sur Paris, le concert ? Pas spécialement. Ça peut être une tournée aussi, pourquoi pas. Mais bon, j'ai envie de dire que je ne pense pas en tout cas avoir cette grande notoriété pour l'instant. Mais c'est vrai que faire des petits concerts, par exemple, pourquoi pas sur Bordeaux, sur Paris, sur Rennes, enfin sur Marseille et des endroits. Les organiser toi-même. Voilà, les organiser vraiment comme une tournée, mais à mon échelle. Parce que je reste quand même, j'ai quand même les pieds sur terre. Je sais que le zouk et le zouk love n'est pas encore tout à fait, en tout cas, aussi répandu qu'on pourrait le penser. Parce qu'il y a aussi cette notion de zouk en français et la notion de zouk en créole. Voilà. Donc, il est vrai que en France, c'est plus... On aura plus tendance à mettre en avant le zouk en français, ce qui est normal parce que c'est pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu. Plus simplement les paroles, c'est logique. Voilà. Et il y a aussi ceux qui sont les conservateurs, entre guillemets, qui vont toujours garder leur créole dedans. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui mélangent. Il est vrai que la plupart de mes titres sont en créole, mais j'ai eu l'occasion de faire aussi déjà un titre en français, justement le titre que j'ai écrit avant d'être composé, et le tout dernier d'ailleurs, Il Love You, qui mélange 3 langues. Donc il mélange le créole, qui mélange le français et l'anglais. Voilà, de sorte que tout le monde puisse se retrouver et comprendre de quoi il en est. Et le titre de la chanson, je l'ai mis en anglais, In Love With You, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. On sait ce que ça veut dire, donc forcément, on saura de quoi ça parle. Le clip aussi explique, voilà. Donc pourquoi pas faire un truc
d'une grande envergure avec tout ce que j'ai déjà pu réaliser avec le public. Voilà. On te souhaite que d'y arriver. On va passer à la dernière question. On arrive sur la dernière question du podcast. Oui. Celle qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous citer une œuvre qui t'a marqué dans ta vie, que ce soit de la musique, du cinéma, du théâtre, peu importe. Oui. Alors, c'est la chanson, c'est une chanson de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles, c'est cette chanson qui m'a le plus... Celle qui t'a marqué. qui m'a le plus marqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une chanson que, comment dirais-je, que ma mère chantait beaucoup. Voilà, elle chantait beaucoup cette chanson. Et il est vrai que je ne connaissais pas cet artiste-là. J'ai plus, en tout cas avec elle, eu l'occasion de connaître Mike Brandt à la maison. C'était surtout du Mike Brandt que j'écoutais. Et Joe Dassin aussi, un peu, de temps en temps, vraiment très peu, Claude François. Johnny, c'était Johnny pour sa partie, la partie très rythmée de ma mère, c'était Johnny Hallyday. Mais Françoise Hardy, c'était vraiment particulier parce que c'est quelque chose qu'elle chantait naturellement en faisant la vaisselle ou en faisant la cuisine. Voilà, c'était pas une chanson qu'elle écoutait vraiment, que je l'ai entendue écouter, mais qu'elle chantait. Ah oui, d'accord. Voilà, et du coup, j'ai cherché parce que je n'avais jamais entendu dans aucune des choses que je l'avais déjà entendu écouter. Donc j'ai cherché, j'ai vu que c'était Françoise Hardy, et puis j'ai cherché à comprendre un petit peu les choses, et j'ai vu que c'était une comparaison. Je lui demandais d'abord pourquoi cette chanson, pourquoi est-ce qu'elle chantait aussi naturellement, aussi spontanément. Et j'ai compris que c'était dû à sa jeunesse. À sa jeunesse, et que c'était d'ailleurs, je pense au moment où Françoise Hardy a sorti cette chanson, je pense qu'elle vivait peut-être la même chose. Voilà. Étant très très proche de ma mère, donc forcément c'est quelque chose qui est resté là, et comment dirais-je, et qui m'arrive des fois de chanter, hein, de chanter. Et donc je me rappelle que lorsque j'ai eu l'occasion de faire, comment dirais-je, une intervention dans un EHPAD en France, c'était à Carrière-sur-Seine, dans le 78, dans les Yvelines, où j'ai animé comment dirais-je, une partie musicale. Alors, ça a été vraiment surprenant parce qu'en fait, en tout cas pour les résidents, les vieilles personnes qui étaient présentes, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un Antillais qui chante toutes les chansons de la variété française qu'ils ont connues. Et tous, il n'y a pas un ou une qui n'est pas venu me voir après pour me dire mais vous êtes Antillais ? J'ai dit oui. Mais comment vous connaissez ces chansons ? J'ai dit c'est parce que ma mère les écoutait. Et puis ah bon ? J'ai dit oui. Donc mais vous les connaissez sur le bout des ongles ? J'ai dit oui, mais c'est parce que ça fait partie de moi. Donc ce que je vous ai chanté là, ça vous choque parce que effectivement c'est pas quelque chose de commun déjà qu'on va voir. Un Antillais, on va plus l'entendre chanter du zouk. Voilà, ou de la dancehall, mais, Oui. pas de la variété française, pas du Mike Brandt, pas du Joe Dassin. Donc, donc du coup, j'ai dit oui, mais c'est parce que ça fait partie de moi. Depuis mon plus jeune âge, depuis mes 7 ans, mes 8 ans, j'ai ça dans la tête, j'en entends tout le temps. Voilà. Et donc, quand tu le chantes, en plus, c'est pas juste une musique que tu vas répéter parce que c'était pour ta prestation et voilà. tu le chantes comme ça. Non, ça fait partie de moi. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça qui, voilà, c'est ce que je peux dire de cette petite partie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout. Le plaisir est pour moi. Et on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Merci beaucoup.